C'est la mémoire d'un peuple. Malheureusement, un des traits dominants de notre époque, dont la civilisation est blessée au cœur, est l'impiété, le refus de l'enracinement, le refus des repères. Il faut que les citoyens, quel que soit le pays, soient des nomades, interchangeables. Et comme le souhaitait Jean-Paul Sartre, qui habitait pas très loin d'ici, il faut que l'homme soit un tube digestif sur deux pattes. L'enseignement de l'histoire est formateur, ou devrait être formateur, et permet à un jeune enfant de se situer et d'aimer son pays. Quand on regarde les manuels actuels, mais on a honte de la production française. Il y a quelques années encore, je m'occupais de francophonie et on évitait d'envoyer certains manuels à l'étranger. Petite parenthèse, dans certains pays, par exemple je pense au Burkina ou au Gabon, l'enseignement est fait de manière moins subversive qu'ici. L'enseignement de l'histoire sert, comme le français d'ailleurs, comme d'autres matières, à véhiculer des abstractions, le refus de la réalité, et c'est une machine à décérébrer les cerveaux. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Un petit Narcisse qui est parvenu au fait du pouvoir, au cursus honorum, et comme par hasard, on voit fleurir toutes sortes de petits torchons qui, soi-disant, est le drapeau national. Pour tromper encore nos gens. Je pense que je n'ai dit assez. À vous, cher ami. Bien, merci frère Thierry pour cette introduction. Merci, chers amis, de m'accueillir donc pour la troisième fois. On fait presque une famille désormais. Alors, je vais vous parler de mon métier de professeur d'histoire, accessoirement de géographie et d'éducation civique, dans un collège de zone d'éducation prioritaire. Est-ce que tout le monde m'entend? Même au fond, c'est bon? Un collège de zone d'éducation prioritaire depuis maintenant 10 années. Alors, mon parcours, je le rappelle en quelques mots, j'ai eu l'occasion de le présenter. J'ai travaillé 20 ans en entreprise, il y a 45 ans, préoccupé par les questions dont je vais vous parler aujourd'hui. J'ai décidé d'arrêter ce que je faisais, qui était bien rémunéré, très confortable, pour passer les diplômes de l'enseignement, agrégation et doctorat, et me faire nommer dans un collège de zone d'éducation prioritaire, avec ce projet de m'engager. C'est ma manière à moi de faire de la politique. La question des valeurs républicaines, de l'identité nationale, de la violence, etc., a pas mal occupé les débats au cours des dernières élections. Mais finalement, concrètement, qu'est-ce que font les gens une fois élus? Rien. Donc ma manière à moi de faire quelque chose, concrètement, ça a été de m'engager en banlieue. Alors, je vais effectivement le faire en m'appuyant sur deux livres que j'ai écrits et qu'a présenté frère Thierry. Tout d'abord un livre qui s'appelle, alors frère Thierry a édulcoré le titre, il ne s'appelle pas « J'aime la France », il s'appelle « Kiffe la France ». J'ai utilisé le mot banlieusard pour dire aimer, qui est kiffer. Et puis le titre du deuxième, le plus récent, c'est « Tarek, une chance pour la France », point d'interrogation. Tarek étant un de mes élèves, avec qui j'ai eu des relations particulièrement denses. Voilà. Alors, la problématique est la suivante. Donc ces jeunes qui sont mes élèves constituent, et tout le monde en est d'accord, un défi pour la France ou pour la République, comme il faudrait dire maintenant. Et je pense que mon rôle d'enseignant d'histoire a été tout à fait essentiel par rapport à mes élèves. Donc je pense effectivement que d'une manière générale, l'enseignement de l'histoire est tout à fait important. Pourquoi? Tout simplement parce que mes élèves sont pour la plupart d'origine étrangère, issus d'une infinité de pays, mais enfin très majoritairement de pays musulmans. Afrique du Nord, Turquie, Afrique subsaharienne mais musulmane, Balkans,
Voilà. Donc on va dire, on n'a pas le droit de faire des statistiques, donc à la louche, à vue de nez, j'ai 70-80% d'élèves d'origine musulmane. Beaucoup d'entre eux également sont musulmans parce qu'ils sont issus de mariages mixtes, et ce n'est pas un constat polémique, c'est simplement un constat. À chaque fois que les élèves sont issus de mariages mixtes, ils se définissent comme musulmans, et en référence exclusive à leur partie musulmane. On va avoir des gamins qui vont s'appeler Dupont, qui vont s'appeler Sanchez, qui vont s'appeler Paoli, je ne sais pas, ou un nom polonais, ou un nom, et qui vont dire qu'ils sont arabes. Voilà, ça, je l'ai vécu, mais très régulièrement. Bon. Et puis, les quelques-uns qui ne sont pas d'origine musulmane, je dirais, ont tendance à le devenir un peu par capillarité. Comme tout le monde est musulman et que tout le monde ne parle que de ça et que la question religieuse s'invite en permanence dans les discussions avec le prof, entre élèves, eh bien tout le monde devient musulman pour avoir la paix. Il n'y a que ceux qui ont reçu de par leur famille une identité chrétienne très forte. On voit ça par exemple chez certains, j'ai des exemples de chrétiens indiens, catholiques indiens, ou bien de protestants évangéliques, je me souviens d'une zaïroise. Mais pour le reste, tout le monde devient musulman. D'autant plus que dans l'établissement où j'enseigne, on est dans une sorte de ghetto, finalement. Alors, de ghetto, il y a un discours qui dit on enferme ces gens dans des ghettos. Non, il y a des logements sociaux qui ont été faits à l'époque, pendant les années 60-70, pour accueillir les Français, et puis des gens d'origine diverses, italiens, espagnols, portugais, ils sont venus, et puis ensuite ils sont venus des gens d'autres origines. Et on ne demande pas aux gens leur religion avant de leur offrir, leur proposer un logement social. Et aujourd'hui, bien effectivement, comme en plus les familles sont très nombreuses, on se retrouve avec une grande homogénéité, non seulement sociale, mais aussi ethnique et religieuse, dans ces quartiers. Mais ce n'est pas les Français qui ont créé ces quartiers pour en faire des ghettos, c'est simplement les Français qui ne demandent pas la religion et l'origine des gens pour leur proposer un logement social. Donc, la plupart de mes élèves, sinon tous, sont d'origine étrangère, et se définissent comme des étrangers. Alors on peut toujours leur expliquer qu'ils sont français, c'est pas le sentiment qu'ils ont, et d'une manière générale, le sport national, c'est que tout le monde est à la recherche de ses racines. Alors moi je suis algérien, moi je suis... Ses origines, quelles sont vos origines? Quelles sont tes origines? Quelles sont vos origines? Alors tout le monde se parle de ses origines, moi je suis marocain, moi je suis kosovar, moi je suis turc, moi je suis... Et vous monsieur, c'est quoi vos origines? Je dis, moi je suis français, je suis même originaire du patelin d'à côté. Oui, d'accord, mais vos vraies origines, c'est quoi? Voilà, donc personne dans ce quartier ne peut croire qu'il puisse encore y avoir quelqu'un qui soit d'origine française. Et ça, je vous jure que ça m'est arrivé tout le temps. Alors, non seulement tout le monde se définit par rapport à ses origines, et c'est d'ailleurs très drôle, hein. Tout le monde se définissant par rapport à ses origines, on voit des gamins d'origine italienne, d'origine portugaise, dont le père va s'appeler Robert, la mère va s'appeler Marie, et à la génération d'après, ils reprennent des prénoms de leur pays d'origine. Le père s'appelle Robert, le fils va s'appeler Roberto, la mère s'appelle Marie, la fille va s'appeler Maria. Hein, il y a vraiment une recherche de ses origines, de ses racines. Alors, donc, ils se définissent, je viens de le dire, comme étant musulmans pour la plupart. Alors, d'origine, hein, ou bien également par ce côté prosélyte, qui n'est pas forcément très explicite, mais c'est l'air qu'on respire. Donc finalement, tout le monde est musulman parce qu'on pense que c'est quelque chose de normal. Et moi-même, le prof, j'ai régulièrement été l'objet de sollicitations pour devenir musulman. Des élèves qui ont écrit un jour, après un cours qui s'était particulièrement bien passé, en plus un cours sur la laïcité, ont écrit au tableau « Monsieur Chemin, vous êtes sur le chemin du din ». Alors j'ai demandé ce que c'était que le din, et c'est le chemin de la conversion. À un autre moment, un élève me demande « Est-ce que vous êtes croyant ?» Je dis « Oui, je ne fais pas étalage de ma religion, mais si on me demande si je suis croyant, pourquoi est-ce que je ne répondrai pas ?» Et on me répond « Quelle mosquée vous fréquentez ?» Sachant que le père de ce gamin en question s'appelle Christophe. Donc voilà, les parents se sont convertis, donc le gamin, pour lui, si on est croyant, on est musulman. Et j'ai eu quelques exemples tout à fait troublants. Alors un jour, en réunion parents-prof, un père me demande, il avait la barbe, le bleu de la prière, et vous savez, ceux qui ont cette
espèce de bleu au milieu du front. Et en réunion parents-prof, il a commencé à m'expliquer, à me proposer de lire le Coran et à me vanter les bienfaits de l'Arabie Saoudite, en me disant que lui-même, avant, buvait de l'alcool. Il avait d'ailleurs épousé une Française. Ses fils ont des prénoms chrétiens, français, mais lui s'est reconverti à l'islam à la suite du décès de son frère, à l'islam le plus radical, et il m'invite donc à me convertir, moi le prof, en réunion parents-prof. Je me suis aperçu un jour que le cours d'aide-aux-devoirs que je donnais avait permis à des jeunes, bonnes familles, musulmans, d'apprendre les prières musulmanes à deux petits gamins martiniquais, dont l'un d'entre eux, quelques jours après, lorsqu'on parlait de Danton, la Révolution française, la mort de Danton, ce petit martiniquais me dit « Monsieur, Danton n'est pas mort en martyr, parce que le martyr, c'est celui qui meurt en faisant le djihad. » Bon, voilà le résultat de mes cours d'aide mes séances d'aide aux devoirs. J'ai rien vu, hein. Moi je suivais les élèves, je les aidais à faire leurs équations, et pendant ce temps-là, ça... Voilà. Alors, 2-3 anecdotes, mais l'an dernier, donc, le ramadan tombait en juin, je me dirige vers la cantine, et une petite gamine, prénom français, patronyme français, me dit « Monsieur, n'y allez pas, vous allez casser votre ramadan. » Pour elle, il était évident. Je lui dis « Mais tu es musulmane ?» Elle me dit « Je sais pas. » Elle me dit « Je sais pas. » Voilà. Autre exemple, le lendemain de l'attentat de Charlie Hebdo, 2 élèves, une patronyme français, prénom français, l'autre, pareil, espagnol, me disent « Monsieur Chemin, tout ça est bien fait, on n'insulte pas le prophète de l'islam. » Voilà. Alors, vous allez me dire que ça n'a aucune importance. Monsieur Jospin, à qui tel journaliste expliquait, fin des années 90, Monsieur Jospin, la France est en voie d'islamisation, disait « Et alors, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse ?» Pour autant, ce que je constate depuis 10 ans, c'est que pour mes élèves, être musulman implique le rejet de la France. C'est-à-dire qu'il y a pour eux une équation extrêmement simple. Si on est français, on est chrétien. Donc si on est musulman, on n'est pas français. Ils raisonnent par religion. Donc pour eux, un Français est un chrétien, et ils n'ont pas tort. Et je vais vous démontrer pourquoi. On a l'air de confondre chez nous la religion et la foi, ou la pratique. Mais dans la religion, il y a plusieurs niveaux. Il y a dans le christianisme, et c'est pas donné à tout le monde, il y a la rencontre personnelle qu'on a pu faire avec Dieu, ou avec le Christ, disons. Certains l'ont fait, certains l'ont pas fait. Cette rencontre. Ensuite, il y a la pratique. Il y a des gens qui croient et qui ne pratiquent pas. Il y a des gens qui pratiquent et qui ne croient pas. Moi, j'ai un ami qui est franc-maçon, athée, et qui va tous les dimanches à la messe. Parce que dans une logique maurassienne, il considère que c'est structurant pour la France, et il fait plaisir à sa femme. Voilà. Donc c'est important pour lui. Mais il est franc-maçon et athée, il va tous les dimanches à la messe. Bon. Donc premier niveau, la foi, deuxième niveau, la pratique. Troisième niveau, le communautarisme. On peut être athée, on peut ne jamais pratiquer, et se trouver mieux dans un quartier où on est entre chrétiens, culturels, dans le 16e, parce que, par exemple, pendant le ramadan ou d'autres moments, c'est plus tranquille. Moi j'ai une femme de ménage, la pauvre, elle n'a pas les moyens d'habiter ailleurs que dans un quartier où elle est en minorité, et qui me dit, moi j'en peux plus. Au moment du ramadan, je n'en peux plus, je veux déménager, mais j'ai pas les moyens. J'en parlais avec mon petit marchand de vin, qui habite dans le quartier où j'enseigne, et qui me dit, moi je veux déménager, parce que depuis que mes voisins ont appris que je veux vendre de l'alcool, je suis persécuté. Donc je pense qu'il est ni croyant, ni pratiquant, mais il va pratiquer un christianisme communautaire, communautariste. Voilà. Et puis enfin, il y a l'anthropologie. L'anthropologie, c'est-à-dire je ne suis pas forcément croyant, je ne suis pas forcément pratiquant, je me fous d'habiter à Barbès ou je sais pas quoi, mais je vais avoir cette anthropologie chrétienne, d'empathie, de repentance, de compréhension de l'autre, de tendre la joue droite quand on m'a frappé sur la joue. Il y a tout un tas de gens sur le côté gauche de l'échiquier politique qui sont des saints, des chrétiens culturels et à leur manière des saints. Mais vous leur diriez ça, ils ne comprendraient pas. Bon. Donc nous sommes dans ce pays, tous autant qu'on est, des chrétiens. Et les musulmans, mes élèves, ont raison de nous envoyer à la figure qu'on est des chrétiens. Je vais vous donner un exemple très simple, et vous comprendrez. Dans le judaïsme, il y a des interdits alimentaires, pas de cochon et on mange cachère. Le Christ vient supprimer ces interdits alimentaires,
Mathieu, c'est pas ce que qui rentre dans votre bouche qui vous souille, c'est ce qui en sort. L'islam vient rétablir les interdits alimentaires, à peu près les mêmes que le judaïsme. Donc dire aux élèves, vous allez manger ce qu'il y a à la cantine, pour eux, c'est pas neutre, c'est chrétien. Voilà. Donc c'est pas compliqué. On prête à tel ministre ou ex-ministre musulmane ce propos comme quoi le cochon serait une nourriture confessionnelle. Je ne sais pas si elle l'a dit ou si elle ne l'a pas dit. Ça a échauffé la blogosphère ou la fachosphère ou la catosphère. Mais si elle l'a dit, elle avait raison. Manger du cochon, c'est pas neutre religieusement. Bon. Alors, il y a dans, et ça c'est un constat que j'ai fait en lisant et relisant le Coran, il y a dans le Coran, si dans le christianisme il y a une anthropologie de culpabilité, il y a dans le Coran un lancinant message de victimisation. Le musulman, dans le Coran, est présenté comme intrinsèquement victime des juifs et des chrétiens. Et l'un des enseignements forts de mon enseignement, c'est que mes élèves ont une anthropologie de victimes. Ils sont victimes individuellement, ils sont victimes collectivement. Ils sont victimes du racisme, ils sont victimes de l'islamophobie, ils sont victimes du prof qui les a toujours punis injustement. Je ne voudrais pas perdre trop de temps sur les anecdotes, mais je vous en raconte une. Un jour, au premier rang devant moi, 2 élèves de 6e se collent, il y en a un qui colle une claque à l'autre. Je dis, mais pourquoi est-ce que tu as collé une claque à ton élève? Je l'ai vu, je l'ai entendu, et il a juré qu'il n'avait rien fait. Et quand j'ai dit, mais c'est pas vrai, tu te fous de moi. Et il m'a dit, mais monsieur, comme par hasard, vous vous en prenez à moi. Et comme par hasard, il se posait en victime, alors que je lui reprochais quelque chose qu'il avait évidemment fait. Alors c'est là qu'on va aborder la question de l'histoire, c'est que mes élèves, ou en tout cas beaucoup d'entre eux, sont imprégnés d'une vision victimiste de l'histoire. Les croisades, la colonisation, la guerre d'Algérie, la Marseillaise. La Marseillaise, tenez-vous bien, pour certains d'entre eux, le sang impur, c'est le leur. La Marseillaise serait un chant islamophobe. Voilà, je donne un exemple. Bon. Et donc, pour certains d'entre eux, donc, en tant que musulmans, ils ne sont pas français, parce que les Français sont chrétiens. Donc, puisque les musulmans sont intrinsèquement victimes des chrétiens, ils sont intrinsèquement victimes des Français. Donc, ils sont en situation de légitime défense vis-à-vis des Français. Et tous les discours culturellement chrétiens sur le racisme et l'islamophobie ne fait que rajouter de l'eau à ce moulin. Voilà. Et donc, c'est là qu'on va trouver, effectivement, j'y reviendrai un peu plus tard, le rôle essentiel de l'histoire. Mais certains de mes élèves sont prêts à en découdre. Et je vous donne un dialogue avec un élève avec qui je m'entends très bien, qui me dit un jour, monsieur, vous feriez quoi si la France était en guerre contre votre pays d'origine? Alors je lui dis, ben, mon garçon, la France est mon pays d'origine. Alors il ne le croyait pas, bon, j'ai déjà raconté ça. Et je lui dis, et toi, qu'est-ce que tu ferais? Il me dit, ben, je me battrais pour mon pays d'origine, bien sûr. Ben, je lui dis, ben, moi je me battrais pour la France. Il réfléchit un peu, il me dit, ben, à ce moment-là, il vaudrait peut-être mieux que je vous tue tout de suite, comme ça ce serait fait. Mais il ne l'a pas dit méchamment, il l'a dit. Il l'a dit logiquement, et il l'a dit froidement. À cela, j'ajouterais que l'éducation nationale a tendance à mettre de l'huile sur le feu. Et là aussi, dans une forme d'anthropologie chrétienne qui ne dit pas son nom, les programmes sont axés sur la repentance. Il s'agit de faire droit aux revendications mémorielles, tel est le terme utilisé, des descendants des anciennes victimes de la France. Colonisées, victimes de l'esclavage et victimes de la Shoah. Nous avons été, c'est bien connu, les seuls esclavagistes de la planète. Nous avons été, ça va de soi, les seuls à envahir les pays proches quand ils étaient en situation d'infériorité. Et nous avons été des complices actifs et entreprenants de la Shoah. Ça, c'est la vision des programmes. Les manuels en rajoutent. Les manuels, vision extrêmement réduite et extrêmement manichéenne. Je vous donne un exemple tout bête. Le cours sur la guerre d'Algérie, dans le manuel, 2-3 documents, pas plus. Un document qui met en parallèle les victimes musulmanes de la guerre d'Algérie et les victimes chrétiennes, donc françaises. Le rapport est de 1 à 10. Donc pour tout petit élève d'origine algérienne et donc plus largement musulman de base, c'est terrible. Les Français ont tué 10 fois plus de musulmans
qu'ils n'ont eu de pertes eux-mêmes. Ça ne dit rien des centaines de milliers de victimes musulmanes qui sont mortes du côté des Français. Ça ne dit rien non plus des guerres intestines entre indépendantistes des différents mouvements musulmans. Donc, est-ce qu'on sait exactement sur les centaines de milliers de morts musulmans qui sont les morts du FLN, qui sont ceux du MNA, qui sont les harkis? Bon, mais toujours est-il que présenter les deux chiffres comme ça suscite inutilement une volonté de revanche, hein, de la part de gamins qui le vivent très lourdement, très fortement. Bon. J'ajouterais également, alors là on n'est plus dans l'histoire, mais on est quand même dans les programmes scolaires, un rentre-dedans sociétal assez forcené sur les questions de genre, sur les questions d'IVG, etc., qui fait que ces gamins le vivent extrêmement mal, et ça ne fait que renforcer chez eux une colère, hein, contre la France, pays qui aurait massacré leurs ancêtres, pays raciste, parce que les manuels d'éducation civique sont évidemment très portés là-dessus, et pays qui les agresse en permanence avec des notions qui choquent leur pudeur et leur humanité. Le résultat de tout ça, j'appellerais ça une forme d'anti-alchimie. Vous savez que les alchimistes transformaient le plomb en or, pardon. Moi, quand je vois que nombre de terroristes, notamment ceux qui ont égorgé le malheureux père Hamel cet été, sont des gamins tout juste sortis du système scolaire, je me dis que le système scolaire contribue à transformer l'or en plomb. Quand je vois ces gamins qui arrivent en 6e, qui sont adorables, et que quelques années plus tard, il y en a qui restent adorables jusqu'au bout, je vous rassure, mais qu'un certain nombre d'entre eux soient à ce point remontés contre nous, qu'ils soient prêts à tuer des innocents, alors qu'on leur a expliqué qu'ils avaient la citoyenneté française, que leurs parents ont bénéficié de l'accueil, d'aide, etc., etc., qu'au bout de quelques années de scolarité, ils en soient réduits à ça, je dis qu'il y a malheureusement lieu à se poser des questions. Et le rôle de l'histoire est essentiel par rapport à ça. Pourquoi il est essentiel? Donc vous avez compris qu'on est au bord peut-être de la guerre civile, en tout cas certains élèves ont véritablement ça ancré en eux. Or, à différentes périodes de l'histoire, on s'aperçoit que, au terme de guerre civile longue et sanglante, eh bien, réécrire une histoire nationale consensuelle et positive a été essentiel. Je prends un exemple que je connais particulièrement bien, parce que j'ai plutôt fait ma thèse d'histoire en histoire romaine. Prenons l'histoire de Tite-Live. Tite-Live est un historien romain qui a écrit au début de l'Empire une histoire romaine depuis les origines jusqu'à son époque. Je crois qu'il y avait 135 tomes dans son œuvre, on en a ou 145 et il en reste 35, c'est quelque chose comme ça, on en a retrouvé 35. C'est une histoire qui a été tous entendu parler. Il y a la guerre de Marius contre Sylla, il y a la guerre de César contre Pompée, il y a la guerre des vengeurs de César contre ceux qui l'avaient assassiné, puis il y a la guerre ensuite d'Octave contre Marc-Antoine. Donc une succession, 4 guerres civiles majeures et 11 en comptant les guerres civiles mineures. Des guerres qui ont été marquées par des proscriptions terribles. L'élite romaine s'est autodétruite dans ces guerres. Bien. Et donc c'est ce qui a entraîné la fin de la République et l'instauration d'un nouveau système monarchique, le principat. Et bien c'est à ce moment-là que Tite-Live a éprouvé le besoin de réécrire une histoire romaine qui satisfasse l'ensemble des parties, qui permettent la réconciliation. On a un autre exemple plus récemment, après les guerres Révolution, Empire, etc. C'est Michelet, au XIXe siècle, qui veut réécrire une histoire consensuelle qui permette de réconcilier les différentes parties. Et c'est là qu'on voit que le rôle de l'histoire, pour transmettre à l'ensemble de la population, quelles que soient ses origines sociales, quelles que soient ses croyances, quelles que soient ses idées politiques, essayer de lui transmettre un amour de la patrie. La philosophe Simone Veil écrivait en 1942, dans son livre L'Enracinement,
on était quand même au cœur de l'occupation, voilà, une sorte de tunnel. Elle avait écrit « Il faut donner à la jeunesse quelque chose à aimer, et ce quelque chose, c'est la France ». Donc, elle avait bien pressenti que pour mettre fin aux guerres civiles et pour permettre à la patrie de se relever, eh bien, il fallait transmettre l'amour de la France. Et elle précise bien que cet amour n'est pas l'idolâtrie. Vous savez probablement que le comédien Laurent Deutsch, qui a écrit un certain nombre de livres, enfin, pas dire patriotiques, mais qui vont dans le sens du roman national, est aujourd'hui interdit de parole dans les établissements. Avant, il intervenait dans des établissements de quartiers sensibles, et un certain nombre de professeurs l'interdisent de parole en disant « le métier des profs n'est pas de transmettre l'amour de la France ». Bon, je ne dis pas qu'il faut transmettre l'idolâtrie de la France, mais je pense que c'est notre métier, en tout cas pour la paix sociale, et pour permettre à ces jeunes d'inscrire leur avenir dans ce pays dont ils ont la nationalité, de leur en transmettre une vision positive. Et l'histoire joue un rôle tout à fait essentiel là-dedans. Quand on dit amour, et je crois que le cœur de mon expérience de 10 ans d'enseignement dans mon collège, c'est bel et bien l'expérience de l'amour. Alors tout d'abord, l'amour à plusieurs niveaux. Hein. Tout d'abord, l'amour de soi, puisque je dirais qu'un professeur qui viendrait enseigner à ces jeunes pour régler quelques problèmes psychologiques, ce n'est pas la bonne solution. Je crois qu'il faut être équilibré, il faut avoir l'estime de soi et être confronté à ces élèves difficiles contribue à donner l'estime de soi. Quand on a jour après jour, mois après mois, année après année, tenu des classes souvent difficiles, eh bien on acquiert cette estime de soi et à laquelle les élèves sont sensibles. Quand ils ont un prof complexé, ça passe mal. Quand ils ont un prof qui est bien, ça passe. Deuxièmement, il faut avoir l'amour de ce qu'on enseigne. Et moi, les élèves savent que j'adore l'histoire et que j'aime la France et que je suis là pour essayer de leur transmettre l'amour de la France. Certes, on peut, et c'est très bien, expliquer que la France, comme les autres pays européens, s'est livrée à une certaine époque à la traite esclavagiste. Je pense également qu'il est bien de leur expliquer que les pays arabo-musulmans s'y sont livrés aussi et que pendant 3 siècles ou 4, les pays chrétiens ont été eux-mêmes l'objet de traite, de trafic d'esclaves par les principautés de Tripoli, Tunis et Alger. Là, les exemples fourmillent dans les documents. On peut tout à fait, par exemple, je lisais récemment les mémoires de la marquise de la Tour du Pin, qui en 1794 fuit la terreur cachée depuis Bordeaux dans la cale d'un navire qui partait vers Boston. Elle avait 2 peurs. La première, c'était de tomber sur le bateau révolutionnaire qui faisait des navettes entre Brest et Biarritz pour essayer d'arrêter les fuyards, mais sa peur principale, c'était de tomber sur ce qu'elle appelait les Algériens, qui en plein golfe de Gascogne attaquaient les navires chrétiens, les arraisonnaient et réduisaient la population en esclavage. Voilà. Donc moi j'ai l'amour de l'histoire et j'ai l'amour de la France, et j'y viendrai tout à l'heure, j'ai aussi l'amour de la vérité. Et ça, les élèves y sont très sensibles, et quand on enseigne quand on aime ce qu'on fait, on le fait avec enthousiasme. Et j'ai fait une découverte étymologique extrêmement intéressante, c'est que l'enthousiasme, ça veut dire profondément la même chose que l'autorité. Enthousiasme en grec veut dire être rempli d'esprit divin. Autorité en latin veut dire être rempli de force divine. Et lorsqu'on enseigne avec enthousiasme, on enseigne avec autorité. Mon expérience concrète, pragmatique, corrobore ou est corroborée par l'étymologie. Et j'ai énormément d'exemples où j'ai réussi, par l'histoire, à rétablir la paix dans des classes déchaînées. Je vous donne un exemple. Un jour, j'enseignais un cours de géographie complètement rasoir, qui était les religions dans la mondialisation. Et vous imaginez bien de quelle religion les intéresse plus que les autres, et le cours a dégénéré en véritable happening religieux et communautariste. J'ai perdu la main. Et je ne savais pas quoi faire, et il y avait un petit film sur Jeanne d'Arc qui traînait sur mon bureau. Je l'ai enfourné dans le lecteur de DVD, et les élèves se sont retrouvés devant Jeanne d'Arc. Et au moment où
la sonnerie retentit, Jeanne d'Arc est debout, enfin, non, assise sur son cheval cabré, devant les murs d'Orléans, elle brandit son oriflamme, et elle s'écrie « En avant, mes frères, pour Dieu et pour la France ». D'habitude, quand la sonnerie retentit, tout le monde est déjà dehors, avec la capuche sur la tête, le cartable, etc. Là, personne ne voulait sortir. Je dis, mais dehors, la sonnerie a sonné, vous devriez... Ah non, monsieur, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas nous faire ça, on veut savoir la suite. Donc Jeanne d'Arc a miraculeusement sauvé mon coup. Une autre fois, alors les batailles napoléoniennes ne sont absolument plus au programme, vous l'imaginez. Ces batailles napoléoniennes, cette épopée napoléonienne qui m'a donné l'amour de l'histoire. Et néanmoins, je leur passe des petits bouts de films sur Napoléon, et je me souviendrai toujours d'un bataille de Waterloo, dernier carré de la garde, et je dis aux élèves, écoutez, vous soyez d'origine, pas d'origine, c'est pas la question, ces gens sont vos ancêtres, voilà. Et ce sont des Français, ce sont vos ancêtres, mettez-vous debout pour le dernier carré de la garde. Eh bien, les élèves se sont mis debout, et certains se sont mis à crier spontanément « La France aux Français ». Alors je ne dis pas que c'est le slogan que je revendique, etc., etc., ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais imaginez la scène de jeunes maghrébins, turcs, etc., etc., debout devant le dernier carré de la garde, et pris d'un élan patriotique. Alors voilà, donc je pense effectivement, amour de soi, amour de ce qu'on enseigne, ce qui va donner l'enthousiasme et donc l'autorité, amour des élèves aussi. Et ça, cet amour, je dirais qu'il est dans les deux sens. Moi, quand je suis arrivé dans cet établissement, j'étais terrorisé. J'y suis arrivé à 45 ans, j'avais jamais enseigné. Mes enfants m'avaient dit « Papa, tu as exactement la tête dont tous les élèves se moquent, les profs dont tous les élèves se moquent, tu vas te faire foutre de toi. » Et les gamins sont venus naturellement vers moi en me disant « Monsieur, on voit que vous êtes nouveau, vous n'avez pas une tête de prof, d'où est-ce que vous venez? Vous avez l'air d'un bourgeois aristocrate. Où est-ce que vous habitez? Ah, vous habitez le centre de la ville. Alors, là où il y a les... Ah, le prof, il habite là où il y a les magasins. » Enfin, voilà. Et j'ai été adopté par ces gamins. Et j'ai vécu 10 ans d'amour, dont ils ont été les premiers. Ceux que certains appellent les racailles et autres ont été les premiers à me donner. Ils m'ont accueilli. Ils m'ont accueilli. Alors, je pourrais, mes livres... Kiffe la France et Tarek, Une chance pour la France, sont truffés d'anecdotes racontant ça, mais je vais vous en donner deux parmi des dizaines. Un jour, on récupère en cours d'année, par conseil de discipline, un gamin, donc un violent, qui me dit, moi j'ai été exclu de mon précédent établissement, j'ai tapé un prof. Bon. Et je dis, ça va être dur, il faut que je porte sur lui un regard d'amour, enfin d'amour de charité, voilà. Il faut que je le regarde avec bienveillance, parce que sinon, moi aussi, je vais m'en prendre une. Bon. Un jour, ce gamin se lève sans demander l'autorisation, va jusqu'au tableau, dessine un grand cœur. Au milieu du cœur écrit « Monsieur Chemin », embrasse le cœur devant tout le monde et retourne à sa place. Notre histoire, notre idylle n'a pas duré bien longtemps, parce qu'il a été viré au bout de 2 mois pour avoir lancé une canette de coca sur une collègue. J'ai eu depuis de ses nouvelles par une de ses sœurs, qui était une de mes élèves. Il est complètement déscolarisé, il a son secteur sur le quartier, donc il trafique, et il me passe le bonjour. Autre anecdote, une classe de 6e particulièrement difficile, qui m'en a fait baver toute l'année. Dernière heure de cours, dernière sonnerie, la classe se précipite sur moi et m'ensevelit sous un gigantesque câlin collectif. J'arrive à m'extraire, je me dirige vers le palier. À ce moment-là sort ma collègue de français, l'opulente Béatrice. Les élèves se jettent sur elle, sur moi, et nous ensevelissent sous le même câlin. Et pendant 5 minutes, j'ai été plaqué contre Béatrice. Et ce fut un grand moment de mon métier d'éducateur. Et à travers cet amour de moi, de mes élèves, que j'aime, qui m'aiment, j'arrive à transmettre l'amour de la France. Parce que les élèves ont envie d'aimer ce qu'aime la personne qu'ils aiment. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est comme ça. Et oui, bien sûr. Et je vais vous donner l'exemple de la Marseillaise, dont mes élèves au début ne voulaient pas la chanter parce que le sang impur, c'est le leur. J'ai instauré un petit rituel comique, qui est que lorsque, alors toutes les heures, j'interviewe un élève à l'oral, enfin à chaque heure de cours,
la note est sur 10. Si l'élève n'est pas content de sa note, il peut rajouter 2 points en me chantant la Marseillaise au garde à vous devant le tableau. Je compte 1 point pour la musique, 1 point pour les paroles. Il n'y a pas un élève qui ne veuille chanter la Marseillaise, sauf s'il a 10 sur 10. Et un jour, le CPE, qui n'est pas vraiment dans mes idées, dans nos idées, rentre dans la salle et je dis aux élèves debout. C'est pour l'accueillir. Et les élèves se lèvent et croient qu'il faut chanter la Marseillaise. Et tout le monde chante la Marseillaise et du coup mon pauvre CPE se croit à son tour obligé de se mettre au garde à vous pour chanter la Marseillaise. Et alors le souffle de l'histoire a balayé la salle, un grand moment de patriotisme. Et quelques années plus tard, j'ai vu arriver 3 gamins dans ma salle, des grands escogriffes. Il y en a un que je reconnaissais. « Ah, monsieur, vous vous souvenez de moi ?» « Bah, bien sûr, je me souviens de toi, comment vas-tu ?»« Ah, vous vous souvenez, monsieur, la Marseillaise, c'était le bon temps. » Bah, c'est que maintenant, je suis en terminale au lycée machin, et bien figurez-vous que les anciens du collège, on chante encore la Marseillaise en souvenir de vous. Et on l'a même appris à tous les autres de la classe. Et ces deux-là, bah, ils ne vous connaissaient pas, mais ils veulent savoir qui était le monsieur Chemin qui enseigne la Marseillaise. Voilà. Donc je dirais qu'à mon petit niveau, modestement, j'ai réussi à transmettre, à travers mon enseignement d'histoire, la Marseillaise, Jeanne d'Arc, Waterloo, des sentiments partagés, des phéromones échangés, un petit embryon de patriotisme à des élèves qui en étaient très éloignés, dont certains sont trafiquants de drogue, d'autres sont en terminale, et je n'ai aucune idée de ce qui en ressortira. Ce que je peux vous dire, c'est que régulièrement, j'ai des élèves qui me contactent. Ces derniers jours, c'est tous les jours. Les élèves que j'ai eus il y a 5 ans, il y a 7 ans, il y a 8 ans. Le dernier élément, dernier axe d'amour, eh bien, c'est l'amour comme vecteur possible de la vérité. Et je crois que c'est essentiel. Hein. Il y a ce psaume 84, « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent ». Et c'est également le titre d'une encyclique du regretté Benoît XVI. Eh bien, je crois que cet amour que j'ai posé comme préalable avec mes élèves leur permet de leur dire la vérité. Et je pense que nos jeunes, quelque part, sont loin d'être idiots. Et ils se rendent compte quand on leur raconte des âneries. Et l'éducation nationale est truffée d'âneries qu'on enseigne pour 2 raisons. La première est une raison idéologique. Il s'agit de faire passer une idée. Sur la laïcité, par exemple, c'est flagrant. Hein, c'est ce que j'essaye de montrer dans mon livre L'imposture laïque. Il y a un discours idéologique qui est aux antipodes de la vérité. Et ça, les élèves le sentent. Quand on essaye de leur faire avaler une couleuvre tordue, ils s'en rendent compte. Et la deuxième, c'est qu'ils ont le sentiment qu'en leur disant quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre, parce que l'éducation nationale également veut les caresser dans le sens du poil. On croit qu'on va désamorcer leur colère en leur disant que la France est un pays raciste, esclavagiste, colonialiste et antisémite. Mais c'est faux. Ils ont envie de l'aimer, ce pays. Et ils prennent comme une marque d'amour et de confiance et de reconnaissance et de respect qu'on leur dise la vérité, y compris sur des sujets qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. Exemple, un jour je fais un cours sur la Révolution russe et je dis aux élèves, le titre, j'écris au tableau, « La guerre des Blancs contre les Rouges ». Et une élève me dit, mais monsieur, c'est pas les Blancs, c'est pas les Rouges les ennemis des Blancs, c'est les Noirs. Je dis, mais pourquoi? Mais parce que vous les avez réduits en esclavage. Ah, je dis, mon ami, d'abord, je ne pense pas que toutes les personnes d'origine africaine nous vouent une détestation au point que tu le dis. Mais si tu veux parler d'esclavage, les arabo-musulmans ont été des esclaves. Et je raconte tout ce que je vous disais tout à l'heure, la traite africaine par les arabo-musulmans et la traite européenne par les mêmes arabo-musulmans. Alors à ce moment-là, les gamins, ouais, on était les boss, etc. Bon, ils s'enorgueillissaient de nous avoir réduits en esclavage. Alors je dis, attendez les amis, de 2 choses l'une, soit ce que je pense, l'esclavage est un crime pour nous, mais il l'est pour les autres, ou bien c'est un titre de gloire pour les autres, mais à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on n'en serait pas fiers nous-mêmes? Eh bien, croyez-moi, les élèves se sont levés et m'ont applaudi. Et ils ont dit, monsieur, merci de nous avoir dit ça, personne ne nous avait
jamais dit les choses comme ça. Alors il y a tout un tas de sujets sur les croisades, sur l'esclavage, sur la colonisation. Quand je dis, bah oui, on vous a colonisé, et alors? Quel est le pays qui n'a pas envahi son voisin quand il en a eu la possibilité? On vous a fait les croisades, et alors? Si demain l'armée américaine occupe les lieux saints de la Mecque, vous verrez bien les musulmans aller les déloger. Où est le problème? Ah oui, d'accord, ok. Donc, il y a véritablement de la part de mes élèves le témoignage d'une reconnaissance, d'être capable, d'avoir le courage et aussi les idées claires là-dessus, de leur dire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre, mais qui remet la vérité en place. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on est payé pour dire et qui sont tordues, et je prendrai l'exemple de la laïcité, expliquer que la laïcité est le combat de l'État pour se libérer de l'Église depuis 200 ans, alors que c'est le combat de l'Église pour se libérer de l'État depuis 2000 ans. Quand on est capable de leur expliquer les choses en les remettant dans les perspectives de vérité, ça passe. Pour enfoncer un clou tordu, il faut taper très fort, et il ne rentre pas. Alors que quand on rentre un clou droit, ça marche. Alors je crois donc, pour conclure, puisque j'arrive un peu au bout de mon intervention, qu'on parle beaucoup de violence de la part de ces jeunes en banlieue, et c'est vrai qu'elle existe cette violence. Hein. Moi je ne vous cache pas que j'ai une fille qui a fait psycho, j'étais tout fier, et j'avais trouvé un stage dans le quartier. Elle a fait un jour. Le premier jour dans le tramway, elle a été agressée par une bande. Sale française, sale pute. Qu'on ne te revoit jamais ici. On va te niquer dans les caves. T'es même pas digne qu'on te nique dans une cave. Sur le trottoir. Ils l'ont giflé, ils l'ont craché dessus. Voilà, des gamins qui étaient à peine plus âgés que mes élèves. Je ne vais pas dire que la violence n'existe pas dans ces quartiers. Néanmoins, je pense que la mère de toutes les violences, c'est celle que nous infligeons à la vérité. Parce que nous n'aimons pas la vérité, nous préférons l'idéologie, et que nous n'aimons pas assez ces jeunes pour leur dire la vérité, pour avoir envie de leur transmettre la vérité. Donc je terminerai par cette phrase de Jean Vanier, le fondateur de l'Arche, cette phrase que j'aime beaucoup, qui dit on dit souvent « Si tu changes, je t'aimerai », ne serait-il pas plus juste de dire « Si je t'aime, tu changeras », et moi aussi. Je vous remercie. Je suis ouvert. Oui, pourquoi votre livre est préfacé par le député maire communiste? Ah, c'est une très bonne idée, une très bonne question. Tout simplement parce que après avoir enseigné pendant 10 ans dans cet établissement qui est dans une mairie communiste, où je serrais les fesses, en me disant « Mon Dieu, je dois être extrêmement mal vu par les autorités », j'ai eu l'occasion de rencontrer cet homme-là. Et qui m'a fait part de toute la sympathie qu'il avait pour mon travail, qui m'a expliqué qu'il était catholique, qui m'a expliqué que s'il était devenu communiste, c'était grâce à son curé à l'époque. Mais on s'est retrouvés vraiment en face, parce qu'il est réaliste. Voilà, c'est un garçon qui est un homme, enfin, un garçon, il est beaucoup plus. Il a ouvert les yeux sur un certain nombre de choses, et donc tous, on est convenus. Vous savez, je ne suis pas un grand admirateur de Louis Aragon, mais néanmoins, il a écrit un poème où il dit quand les blés sont sous la grêle, il ne faut pas faire le délicat, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Fou qui fait le délicat. Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat. On a fait une sorte d'union sacrée. On est confronté à une menace, un enjeu très important, et je crois que c'est quelque chose de très fort pour moi, qu'on ait pu faire l'union sacrée. Alors pour lui, ça ne s'applique pas tellement, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, il se trouve qu'on y croit tous les deux. Mais enfin, voilà, on se retrouve un petit peu comme durant la Résistance, où les communistes se sont retrouvés main dans la main avec les catholiques. Voilà. Ça ne veut pas dire, moi, un de mes amis m'a dit, mais tu viens de cautionner les 100 millions de morts du communisme. Non, je ne suis pas pour autant envie de devenir communiste. Hein, voilà. Ça devrait faire tache d'huile, mais c'est... Ben, espérons-le. Madame? Moi j'ai 62 ans. Vous ne les faites pas? Oui, et je suis née du Congo belge. Oui. 4 ans avant l'indépendance et ensuite tous les événements.
Et donc quand vous avez dit pour la zaïroise, que c'était la phase de zaïrianisation, parce que moi je suis quand même congo-belge, hein, donc sur la royauté Léopold, et ben je peux vous assurer que je venais donc moi d'une royauté. Donc quand j'ai débarqué en France à 8 ans, moi je venais avec tout mon passif belge. Donc j'arrivais en France. Il fallait dire que je découvre la République. J'ai du mal, je me rappelle, je le dis très clairement. Mes cousines c'était le roi, mes parents c'était toujours le roi. Et j'arrivais ici, on me disait République. Donc je commençais, vous voyez, ce genre de travail là par rapport à la laïcité. On était chrétiens, on avait l'habitude d'aller dans des églises, enfin on était dans, mes parents forcément ils nous ont mis dans des écoles catholiques. La première fois on est arrivé dans un secteur, il n'y a pas pu y avoir toute une école catholique, on s'est retrouvé dans le public. J'aime autant vous dire que je découvrais un monde. Hein. C'est pour vous dire, moi, un jour que je décrive ça, parce que c'est des étapes. L'enseignement, quand je suis arrivé en France, bon en Belgique on avait un enseignement, forcément classique. J'arrive en France, là c'était encore classique. On apprenait l'histoire, on apprenait la géographie, c'était l'enseignement n'avait pas encore cet engrenage qu'on a vu venir petit à petit. Hein, pour mon père qui était à la Sorbonne à Colonel, pour lui toute la faute vient de mai 68. Hein. Il a dit tant qu'on a été dans cet état-là, ça allait. J'ai fait mon lycée. Il n'y avait pas les collèges, vous rentriez en 6e, vous alliez jusqu'à la terminale. Donc moi, tout ce que les autres racontaient de collège, je n'ai pas connu en France. J'ai été dans le lycée, directement de la 6e à la terminale. C'était comme ça. Vous choisissiez si vous alliez en latin ou en grec. Bah, vous choisissez, puis vous y alliez. Vous choisissez vos langues, allemand, russe, chinois, tout ce que vous vouliez, et puis vous y alliez. Et vous aviez le même enseignement. Vous n'aviez que 3 sections, là il y en a 10 000. Vous aviez A, B, je crois, et C. Enfin, il y avait même C. Oui, c'est venu plus tardivement. Mais oui. Plus tardivement. C'est pour vous dire que dans ce cheminement, moi je l'ai vu petit à petit, et je le vois d'autant plus dans mon travail. Parce que je suis à l'État, et l'État aujourd'hui a encore une réunion sur la laïcité, comment leur apprendre à vivre ensemble dans les pays, voilà. le soir au matin, au tard. Ouais. Le soir au matin, au fort. Bah, si je peux vous raconter une anecdote sur la laïcité, vous me redonnez la parole 2 secondes, mais elle est extraordinaire. Après l'attentat de Charlie Hebdo, réunion de crise dans l'établissement sur la laïcité, le chef d'établissement, les collègues d'histoire géo, on nous sort les directives du ministère, 18 pages écrites petit sur 4 colonnes, avec tous. C'était du grand yaka. On va leur dire ci, on va leur dire ça, puis ils vont tous devenir laïcs. Bon. Alors moi je dis, écoutez, dans l'histoire, il n'y a pas eu 36 moyens de prendre des gamins, des gens, des êtres humains qui avaient des opinions ici, et de les faire virer à 180 degrés. Il y a eu la terreur et la terreur. Regardez ce qui s'est passé en France sous la Révolution, regardez ce qui s'est passé en Russie, en Chine, au Cambodge, etc., etc. Alors les collègues, alors je dis, bah, vous voyez, la terreur en France a tué 1% de la population en 2-3 ans. Donnez-moi un droit de tirage de 650 000 morts en 3 ans avec ma place au Panthéon derrière, et je vous résous tous les problèmes. C'est pas ce que je pense, évidemment, mais à la limite, c'est plutôt ce que vont penser les gens de l'autre bord. Bon. Alors, parce que je vous rappelle cette phrase de Sartre qui dit « Toute révolution doit tuer ses adversaires », parce que si on les met en prison, ils vont sortir. La Révolution française n'a pas tué assez de monde. Hein. C'est Sartre qui a dit ça. Mais les élèves, les collègues, pardon, me regardent avec des yeux comme ça, comme si j'étais un épouvantable fasciste. Bon. Et je leur dis « Bon, ben attendez, calmez-vous les collègues, vous savez que moi je suis croyant, donc je pense que Dieu peut faire un miracle. » Et le chef d'établissement dit « Ah non, monsieur Chemin, nous sommes dans un établissement laïque. Nous sommes comme sous une cage de Faraday. Il n'y aura pas de miracle dans cet établissement. » Et là, il a peut-être raison. Eh bien, oui, bah, c'est tout ce que j'ai vécu. Un chemin de croix. La laïcité arrive même à faire obstacle aux actions de Dieu lui-même. Voilà. Alors, j'ai un avantage sur vous, c'est que moi, paraît-il, je peux leur dire la vérité de manière directe et intrinsèque. Ah oui. Bah, je disais avec une amie, puisque j'étais en politique, on devait aller à une réunion, puis je vois des gamins, d'abord au début, je ne sais pas trop attention. Je vois qu'ils parlaient mal, je commence à relever la tête. Ils écrivaient des choses dans le métro, ils taguaient donc. Puis en plus, ce qu'ils avaient tagué n'était pas beau à entendre. On dit, dis donc, si ma fille elle lisait ça, je ne serais pas très contente. Au fur et à mesure qu'ils écrivaient, ils disent, dis donc, moi j'aimerais pas, j'ai une fille qui a votre âge. Moi j'aimerais pas que ma fille lise de la façon dont je l'ai éduquée. J'aimerais pas qu'elle lise ce que vous avez mis là. Ils commençaient déjà à se demander.
Puis je leur ai dit, si vous avez un problème, il y a une éducation, vous savez ça. Si vous êtes à l'âge où vraiment ça vous chauffe, là, vos parents doivent vous expliquer certaines choses, et ici, il y a des méthodes enfants. Et là, j'ai commencé à leur dire clairement ce qu'était une véritable éducation. Ben, ils sont sortis, on est sortis à la même station. Puis comme je continue naturellement à les disputer, à les rudoyer fermement tout en les suivant derrière, ils marchaient. Puis on a dépassé 4 CRS. J'avais même pas fait attention, je continue naturellement à les secouer un peu. Et les CRS s'entendent. Ils disent, quoi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils ont retenu seulement qu'ils avaient écrit dans le métro tagué. Et eux, naturellement, ils entendent les CRS qui disent quoi? Ils courent. Moi, je suis resté au milieu de la scène et les CRS qui leur courent après, qui les ont rattrapés, ils ont dit, bon, là, vous allez nous expliquer, vous allez nettoyer, vous irez forcément nettoyer tout ce que vous avez mis. Vous étiez donc dans telle rame, on a vu la rame, donc on sait que c'est vous. Il y a un service de nettoyage. On va vous inscrire pour le nettoyage. Ben, la collègue avec qui j'étais, qui était notre secrétaire au plus, qu'elle me fait, oh, tu sais, jamais je n'aurais osé. Moi, pendant que tu parles, j'avais peur. Et elle me dit, toi tu peux parce que tu es. Moi je dis non. Il faut leur dire parce que, simplement. Parce que, est-ce que vous avez dit avoir l'amour, dire la vérité, c'est drôle parce que c'est le discours que j'ai fait ce matin, mais dans l'administratif, hein, je dis à mes collègues, attendez, tant que nous continuerons à mentir, tant que nous continuerons à ne pas dire la vérité, même à nos concitoyens qu'on voit là, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Et je hurlais, je suis connu pour hurler. J'ai dit, comment voulez-vous qu'on s'en sorte si on continue à mentir? J'ai dit, à un moment donné, il faut bien qu'on se dise la vraie vérité. Et dès que vous dites la vérité, ben, la personne est obligée de reconnaître la vérité. Et combien de fois je leur... Attends, il y en a un dans le métro, avec Marie-Françoise, je ne sais pas d'où ils sont arrivés, ceux-là, ils nous regardent, madame, vous êtes... Non, je dis, ok, je suis jamais impoli, hein, je veux bien parler avec les gamins. Puis il me dit, vous êtes noir, mais regardez, moi je suis blanc. Je le regarde, il était très basané. Il me dit, oui, regardez, là, moi je suis blanc. Et à un moment donné, je lui dis, sérieusement, ça m'étonnerait fort que vous soyez suédois. Et naturellement, j'avais pas fait attention et toute la rame qui suivait la discussion de cet esclave de rire. Alors eux, ils étaient très remontés. Je vous dis, je vous donne le nom de mon père, de mon grand-père, de non. Moi, je dis non, je veux ni le nom de ton père, ni de ton grand-père, ni de ton arrière-grand-père. Je veux le nom de ta mère. Parce que bien souvent, votre mère était ou française, ou allemande, ou machin. Ou l'eau comme l'autre abruti avait pris la fille d'un peuple russe, Roxelane. J'ai dit, vous croyez que vous vivez plus? Ne me parlez jamais de votre père, dites-moi qui est votre mère. Parce que vous avez réduit des gens en esclavage, vous avez pris des femmes de partout. Il y en avait qui venaient du Soudan, il y en avait qui venaient de tel pays. J'ai dit alors, pas ton père, mais ta mère, donc t'es un métis. Et les gamins sont sortis en hurlant. Moi j'ai dit, non, tu n'es pas suédois. Ben, je t'en dis, ma copine, je te regardais la tête, j'avais peur, j'étais quatre à t'entourer. Et ben je leur ai dit, je pense que pour leur dire à la vérité, mieux ce sera. Mieux ce sera. Et jamais je n'ai été agressé, jamais ils m'ont sauté dessus. Et des fois c'était très difficile, hein, mais je leur disais la vérité. Une autre question. Plus fort. Une autre question. Je ne suis pas convaincu par la notion de chrétien culturel et pour différentes raisons. D'une part, ça me semble être l'islam, le fait de considérer qu'on a une religion par sa naissance. On a une religion parce que ses ancêtres avaient cette religion, c'est l'islam, alors que le christianisme est une religion qu'on choisit soi-même, en théorie. D'autre part, je vous prends un exemple. Moi, la moitié de ma famille est musulmane. Dans certains bons milieux catho-parisiens, ce qu'il faut, c'est avoir une famille catho. On est accepté dans le bon milieu catho-parisien, même si on n'a pas la foi. C'est pas grave. Du moment qu'on a une famille catho, et qu'on a des ancêtres cathos, si possible à Versailles. Bon, moi j'ai des ancêtres qui étaient assez riches, bien qu'ils n'étaient pas à Versailles, mais qui étaient protestants. Est-ce que si ma sœur, qui n'a pas la foi, est-ce qu'elle est supposée être une catholique culturelle ou une protestante culturelle? Ouais, mais quand je dis que c'est chrétien, il n'y a pas de différence anthropologique importante entre catholique et protestant. Ah si, il y en a, mais bon, globalement, pour les... D'ailleurs, je n'ai pas dit que pour les musulmans on était catholiques, j'ai dit que pour eux on était chrétiens. Bon. Deuxièmement, moi je maintiens mon idée de christianisme culturel. Bien sûr, Tertullien a dit on n'en est pas chrétien, on le devient. Bien sûr, le cœur du christianisme, c'est la rencontre personnelle avec le Christ. D'ailleurs, on le voit bien au niveau des conversions. Moi, je suis très impliqué dans l'aide aux convertis de l'islam, ce qui n'a rien à voir avec mon métier, hein, mais bon, par ailleurs, les gens qui se convertissent de l'islam
au christianisme, d'ailleurs aussi du bouddhisme au christianisme, etc., c'est la plupart du temps parce qu'ils ont fait cette rencontre personnelle avec le Christ. Donc ça, effectivement, on se convertit au christianisme par le haut de la pyramide. Alors que l'islam, c'est très souvent, on se convertit par le bas. C'est-à-dire, on se convertit pour participer à une anthropologie commune, des fêtes communes, une manière d'être commune, etc. Donc, je maintiens mon idée, peut-être elle est réductrice, on est d'accord, des 4 niveaux, parce que les deux religions ne fonctionnent pas pareil. Il n'empêche que le christianisme a produit une anthropologie qui fait que des gens qui ne se... J'ai une collègue, par exemple, qui dit « je suis athée ». Quand les élèves lui disent « vous êtes chrétienne », il dit « non, non, je ne suis pas du tout chrétienne, je suis athée ». Mais néanmoins, d'un point de vue psychologique, anthropologique, culturel, elle fonctionne exactement comme nous. Donc, elle a beau se défendre d'être chrétienne, elle est imprégnée de christianisme. De même que moi, je suis imprégné de protestantisme, mais je suis catholique. Oui, anthropologiquement, je serais protestant. Mais simplement, votre ami qui anthropologiquement est catholique. Oui, bon, enfin là, cher ami, on chipote là. Je pense que globalement, par rapport à la relation que j'ai avec mes élèves, on est chrétiens, voilà. Et puis, voilà. Ouais, bien sûr, on peut couper les cheveux en 4, mais... Monsieur. Bonjour. Merci pour l'exposé et merci aussi pour le bouquin que vous avez bien voulu me dédicacer pour ma copine qui est prof musulmane dans un collège de Bondieu et qui a particulièrement apprécié votre dédicace. J'ai repris ce que vous avez dit sur la laïcité, puisque je vais parler de la laïcité alors que la laïcité c'est une action de religion, à ma façon, et de la façon dont ils le prennent, ça va. Ce que je voudrais, c'est que maintenant, comme vous l'avez dit au début, nous sommes en vrai combat. Le grand problème, c'est que pour être soldat de métier, d'habitude, mes ennemis sont devant moi. Maintenant, ils ont plutôt tendance à être derrière moi, voire au-dessus de moi, sans vouloir désigner qui que ce soit. Comment on peut s'en sortir avec votre acception de la laïcité et de comment on peut faire dans les années. Parce que ce que vous avez fait dans les années, c'est exactement ce qu'il y a fait, félicitations. Et comment peut-on faire maintenant pour être tous ensemble et pas être dispersés face à des gens qui, par définition, sont unis. Parce que les chrétiens sont dispersés. Je ne dis pas les musulmans parce que je ne sais pas les musulmans s'ils sont contre nous. Les musulmans, c'est la troupe dont on se sert pour faire casser les chrétiens. Mais comment on peut faire pour rester unis? Voilà la question que je me pose, parce que c'est ça, le combat de demain. C'est face à nous, il y a quelqu'un, on leur dit Dieu a dit, et s'ils ne répondent pas à Dieu a dit, ils sont morts. D'accord? Alors, comment peut-on faire, nous, 100 personnes, pour rester unis? Moi, je pense que c'est quelque chose que je constate et que je regrette, et je partage votre constat et je m'en attriste. Les chrétiens ne savent pas être unis. Il y a dans l'islam notamment quelque chose qui relève et qui vient de cet esprit de victimisation collective, de la bunkerisation. On va s'enfermer ensemble dans un bunker parce qu'à l'extérieur ils sont méchants. Donc on va se serrer les coudes parce que nous les chrétiens, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, Jésus est là et on s'aime et on va... Voilà, etc. Donc il n'y a pas de solidarité entre chrétiens, c'est comme ça. Donc pour moi l'enjeu n'est pas de rester unis, puisque je n'ai pas la solution. L'enjeu est d'être efficace. Et pour moi j'ai quelque chose que j'ai découvert récemment et qui m'a énormément éclairé. S'il y a parmi vous des admirateurs de Balzac, c'est le livre de Balzac, L'envers de l'histoire contemporaine. Est-ce que certains l'ont lu ? Bon, c'est le dernier livre que Balzac ait écrit, et ça part d'une expérience véridique, c'est quelque chose qui s'est réellement produit, d'une société secrète, alors je ne dis pas qu'il faille créer une société secrète, hein, mais qui, après la Révolution, s'est constituée pour faire le bien. C'est-à-dire que des gens se sont réunis, des royalistes, des chrétiens, se sont réunis avec l'idée d'essayer de faire le bien concrètement autour d'eux. Aider quelqu'un à monter une entreprise, aider un jeune auteur à publier son livre, aider un père à faire soigner sa fille, etc. Et avec cette idée que ce bien allait se diffuser dans la société, un peu comme les termites qui vont ronger les fondements. Et à la tête de l'organisation se trouvaient des gens qui avaient quand même, voilà, il y avait un général, il y avait un banquier, il y avait un évêque, etc. Et ils recrutaient comme ça des gens, un peu sous une forme initiatique,
Et l'initiation qu'il fallait réaliser pour rentrer dans l'organisation, c'était d'identifier une bonne œuvre et de la faire. Il y a quelque chose qui relève du gramscisme, si vous connaissez ce philosophe communisme italien, qui dit que ça ne sert à rien d'attaquer le sommet, que ce qu'il faut c'est ronger la base. C'est exactement également le modèle qu'ont mis en œuvre les frères musulmans. Hein. C'est-à-dire que chacun, si chacun, là, en sortant d'ici, on disait mais qu'est-ce que je peux faire moi concrètement? Et qu'on puisse le faire collectivement, et que sous la houlette de frère Thierry, on se réunisse là collectivement tous les mois pour essayer de trouver chacun une bonne action à proposer. Avec cette idée, il n'y a pas forcément de retour sur investissement à exiger, mais le retour sur investissement, concrètement, dans l'organisation dont je parle, il était à 2 à 3 pour 1. Et avec des moments grandioses. Lorsqu'à un moment, le héros du livre trouve une bonne action à faire, il s'agit d'aider un pauvre vieillard qui n'a pas les moyens de soigner sa fille, très malade. Et on se rend compte que ce vieillard a un passé, on ne sait pas trop. Et donc quand le héros vient proposer à la chef de l'organisation, parce que c'est une femme, le projet d'aider cet homme, elle est très frappée parce qu'il se trouve que c'est l'ancien juge révolutionnaire qui a envoyé à l'échafaud toute sa famille. Et néanmoins, elle dit on va l'aider. Et il tombe à genoux devant elle et elle lui répond Monsieur, au nom de Louis XVI, au nom de Marie-Antoinette, au nom de Madame Élisabeth, au nom de toute ma famille que vous avez fait guillotiner, au nom de Jésus, je vous pardonne. Voilà. Bon, alors, je vous le raconte, c'est Balzac qui raconte ça, mais voilà, il ne s'agit pas d'être regroupé, il ne s'agit pas d'attaquer le sommet, il s'agit chacun à son niveau de faire activement quelque chose avec ce projet, d'aider gratuitement des gens en leur disant qui on est, et puis que de fil en aiguille, ça finira par faire tomber le truc. Monsieur le professeur, nous sommes en France et nous avons tellement de bénévolat, oui. Réellement, mais c'est fou. Tous oui. les gens qui sont à la retraite, oui. à part ça, ils sont des bénévoles et qui restent d'ailleurs très modestes, sans se vanter, on l'apprend par hasard. Mais comme dans le cas des villes, spécialement dans les campagnes, c'est peut-être plus difficile, quoi, qu'on peut aider ses voisins. Commencer comme ça. Donc là, vous êtes sur un terrain qui est conquis. Non, il n'est pas conquis parce que les gens qui font du bénévolat, bien souvent, le font sans annoncer la couleur. Moi, je pense qu'effectivement, beaucoup de gens qui font du bénévolat sont des chrétiens anthropologiques, qui le font avec un background chrétien, mais qui ne vont pas afficher la couleur. Je veux dire que dans le cas de ce juge qui tombe à genoux devant madame de je sais plus quoi, à un moment donné, il sait qu'il a été aidé par une femme chrétienne et qui fait ça, malgré tous les crimes de cet homme vis-à-vis d'elle, qui fait ça parce qu'elle est chrétienne et qu'elle lui pardonne. Moi, je suis navré d'ailleurs de voir à quel point le bénévolat qu'on fait dans ce pays, pour beaucoup, ne porte pas autant de fruits qu'il le pourrait, parce que la couleur n'est pas annoncée. Le week-end dernier, j'étais un week-end de convertis de l'islam. Il y a une fille qui dit, moi je me suis converti pour la raison suivante. Mon père était au chômage. Il y avait dans l'immeuble une communauté de sœurs en civil, enfouies. Bon voilà, je pensais que ces personnes ne portaient pas forcément du fruit. Mais n'empêche qu'un jour, cette religieuse, dont tout le monde savait qu'elle était religieuse, est arrivée avec monsieur, vous êtes au chômage, voilà, je vous donne 1 mois de salaire en liquide, c'est nos économies. Et la gamine qui avait 12 ans a entendu ça. Elle a dit, bon sang, cette femme dont mon père passe son temps à dire qu'elle va aller en enfer, c'est elle qui vient lui donner l'argent. Mais elle n'est pas arrivée en disant, voilà de l'argent. Il savait qu'elle était religieuse et qu'elle faisait ça par charité chrétienne. Et ça touche. Mais effectivement, toutes ces organisations qui sont anthropologiquement chrétiennes, mais qui ne disent pas qu'elles le font parce que, pour moi, ça tombe à côté. Quelque part, les gens à qui ça échoue sont des gens qui, de toute façon, se prennent pour des victimes, donc des gens qui sont créditeurs de notre société, donc ils le prennent pour une légitime contrepartie bien faible de tout le mal qu'on leur a fait. Voilà. Donc je pense que ça ne porte pas le fruit que ça pourrait. Et clairement, moi je milite, je prêche pour quelque chose qui soit véritablement chrétien et qui s'affirme comme chrétien. Il ne s'agit pas d'avoir des grandes... Mais au moment où on fait quelque chose, de dire, ben voilà, moi je suis chrétien, et ça me semble important de faire ça pour vous. Voilà. Alors, c'est mon idée, hein, je suis pas... Mais en tout cas, c'est ce qu'on fait, c'est ce que font les salafistes. C'est ce que font les salafistes. On n'ose plus le dire, vous avez Voilà. Hein.
C'est ce que font les frères musulmans. Madame? Je n'ai pas entendu le nom. Qui a dit si je t'aime, tu changeras? Ah, Jean Vanier. c'est Jean Vanier. Jean Vanier. V-A-N-I-E-R. Merci. Il y a deux, trois choses moi, qui me gênent dans votre discours, si vous permettez. Ah ben, je vous permets. Oui. Alors, le premier, c'est que d'une certaine façon, je pense que c'est quand même à la République et à la laïcité et à la Marseillaise, pour faire court, que nous devons cette situation. Donc, faire chanter la Marseillaise, invoquer la laïcité comme avec ses racines chrétiennes et s'imaginer que nous allons avec ce système institutionnel qui nous a conduit à ce point, nous sortir de là, je crois que c'est une utopie. J'admire votre esprit de charité et votre souci de la vérité, mais je pense qu'il faut le pousser jusqu'au bout, c'est-à-dire cette conversion de l'intelligence qui est aussi une conversion du cœur. Or, il me semble que le problème français de fond, moi je l'ai vécu en tant qu'immigré, si vous voulez, j'ai vécu dans les banlieues et je sais ce que c'est que la haine du français ou de la France, c'est une foi théorique, une conception théorique et culturelle du christianisme, qui donc est prêt à faire beaucoup, mais toujours avec